Salam alaikum. Donc, dans cette troisième vidéo, nous allons essayer de faire la solution du TD consacré à la politique budgétaire et à la politique monétaire. Donc, je vous ai envoyé ces deux documents. Le premier, il est consacré à la politique budgétaire et le deuxième, il est consacré à la politique monétaire. Donc, j'espère que vous avez bien lu les deux documents et que vous avez expliqué les termes qui sont difficiles et bien sûr, vous avez essayé de répondre aux questions. Maintenant, on va voir les solutions. Donc, la première question. Présentez brièvement les objectifs de la politique économique. Donc, on a déjà dit que les objectifs de la politique économique sont principalement 4. Premièrement, la croissance économique. Ça veut dire que l'État se fixe, ou le gouvernement se fixe chaque année un taux de croissance de la création de richesses mesuré par le taux de progression du PIB. Deuxième objectif, c'est la stabilité des prix. Donc, afin de préserver le pouvoir d'achat des agents économiques, donc on se fixe ici comme objectif la stabilité des prix. Ça veut dire un taux de progression des prix qui est relativement modéré, aux alentours de 2%. Troisième objectif, c'est le plein emploi, c'est-à-dire que on cherche à ce que le taux de chômage soit le plus bas possible. Puis enfin, un équilibre extérieur, on cherche à dégager un équilibre extérieur, c'est-à-dire à ce que les exportations soient supérieures aux importations. Sinon, à ce que le déficit soit le plus bas possible. Quelle différence entre la politique monétaire et la politique budgétaire? Premièrement, les deux se ressemblent en termes de nature de politique, car les deux sont des politiques conjoncturelles, c'est-à-dire des politiques qui concernent le court terme. Par contre, la politique budgétaire utilise comme principal instrument le budget de l'État, à savoir les recettes et les dépenses de l'État pour atteindre les objectifs de la politique économique. Tandis que la politique monétaire se base sur des instruments monétaires. Donc on a déjà fait des instruments monétaires, on a dit qu'il y a des instruments à objectif interne comme les réserves obligatoires, comme le taux directeur et ainsi de suite. Il y a aussi des instruments à objectif externe, donc on a donné l'exemple du taux de change. Donc, c'est la troisième question. Donc, la différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques fait ressortir le solde budgétaire. Donc, recettes moins dépenses égale le solde budgétaire. Donc, quels sont les cas possibles? Donc, bien sûr, il existe 3 cas. Le premier, c'est lorsque les recettes elles dépassent les dépenses. Dans ce cas, on parle d'un solde budgétaire excédentaire qu'on appelle aussi l'épargne publique. Deuxièmement, lorsque les recettes elles sont inférieures aux dépenses, dans ce cas-là, on parle d'un déficit budgétaire. Et le troisième cas, c'est lorsque les recettes elles sont égales aux dépenses. Dans ce cas-là, on parle d'un solde budgétaire nul ou bien équilibré. La quatrième question, c'est quoi la signification de l'expression détente du taux d'intérêt? Donc, on parle de la détente des prix ou la détente des taux lorsque les taux ils sont plus ou moins modérés, ça veut dire ils sont faibles. Donc la situation de la détente du taux d'intérêt est obtenue généralement lorsque l'offre sur le marché monétaire dépasse la demande, ce qui fait baisser et stabiliser le taux d'intérêt à des niveaux qui sont relativement bas. On passe à la cinquième question. Donc, calculer et lisez le solde ordinaire prévisionnel pour l'année 2018. Donc, premièrement, on cherche la formule. Donc, à travers le document, on voit que, premièrement, la formule. Donc, on sait tous que le solde ordinaire est égal aux recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Maintenant, de quoi se composent les recettes ordinaires? Les recettes ordinaires se composent généralement des recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts, des résultats réalisés par les monopoles publics et des recettes des domaines publics.
Donc ce qu'on ne doit pas contenir dans les recettes ordinaires, c'est les emprunts, les dons et les produits de cession de participation, c'est-à-dire les produits de la privatisation des établissements publics. À exclure, bien sûr. Maintenant, les dépenses ordinaires. Les dépenses ordinaires se composent de deux éléments. Il y a les dépenses de fonctionnement et les dépenses en intérêt. Donc, ce qu'il faut exclure des dépenses ordinaires, il faut exclure premièrement l'amortissement de la dette, c'est-à-dire le remboursement de la dette. Et deuxièmement, il faut exclure les dépenses d'investissement et n'inclure que les dépenses de fonctionnement et les dépenses en intérêt. Donc la formule, c'est recettes ordinaires en 2018 moins les dépenses ordinaires en 2018. Maintenant pour le calcul. Donc d'après le document, on a les recettes ordinaires, c'est 228 milliards de dirhams. Et en ce qui concerne les dépenses ordinaires, on a dit dépenses de fonctionnement qui sont égales à 188 milliards de dirhams, 71, et l'intérêt, donc des dépenses en intérêt qui sont égales à 27 milliards de dirhams. Donc la différence entre les deux, ça nous donne 12 milliards,29. Maintenant, la lecture. Donc pour faire la lecture, il faut situer le chiffre dans le temps. Il s'agit de l'année 2018. Il faut situer le chiffre en termes de lieu. Il s'agit du Maroc. Et bien sûr, il s'agit du solde budgétaire qui est de 12% ou de 12 milliards,29. Donc il s'agit d'un solde positif qu'on peut aussi qualifier d'épargne publique. Donc la lecture sera comme suite. Donc au Maroc en 2018, le solde ordinaire prévu dégagerait une épargne publique de 12 milliards,29 de dirhams bien sûr. Passons au document 2. Première question, quels sont les instruments de la politique monétaire à objectif interne et celui à objectif externe et en contrepartie de la masse monétaire? Donc premièrement, l'instrument à objectif interne. Donc à travers le document, on peut voir dans la deuxième ligne le taux directeur. Donc l'instrument de la politique monétaire à objectif interne, c'est le taux directeur. Maintenant, à objectif externe, toujours dans la deuxième ligne, donc on peut voir le taux de change. Puis en fin de compte, la contrepartie de la masse monétaire, bien sûr, on peut voir dans le deuxième paragraphe, dernière ligne, les réserves internationales nettes. Maintenant, la deuxième question. La baisse de besoins de liquidité bancaire en 2016 s'explique par quoi? Donc on peut lire dans le deuxième paragraphe que il y a une nette amélioration de la liquidité bancaire. Le besoin s'est atténué, c'est-à-dire a diminué de plus de moitié à 14 milliards de dirhams,4 en moyenne hebdomadaire. Sous l'effet de quoi? Ça veut dire il nous explique pourquoi, quelle est la raison pour laquelle le besoin en liquidité bancaire il a diminué. Donc sous l'effet du renforcement des réserves internationales nettes. Donc la diminution du besoin en termes de liquidité, c'est la conséquence de l'augmentation des réserves internationales nettes qui ont progressé de 12,1% après une augmentation de 23,5% une année auparavant. Donc à la poursuite de renforcement des réserves internationales nettes qui ont progressé de 12,1% après 23,5% en 2015. Maintenant la dernière question, impact positif de cette baisse, bien sûr la baisse du besoin en termes de liquidité bancaire, quel sera son impact sur la croissance économique. Donc lorsqu'on dit qu'il y a une baisse du besoin de liquidité bancaire, ça veut dire que sur le marché monétaire, donc le besoin il est faible. Donc cela va attirer les taux débiteurs vers le bas. Et bien sûr, lorsque les taux débiteurs baissent, cela
encourage les agents économiques à emprunter. Notamment, les ménages, ils vont augmenter leur emprunt en termes de crédit de consommation ou de crédit immobilier. Donc la demande, il va augmenter. De l'autre côté, les entreprises, ils vont augmenter les crédits, la demande en termes de crédit d'investissement. Et donc, lorsque l'investissement augmente, donc la production, il va augmenter. Donc, on aura une augmentation de la demande, une augmentation de la production. Et bien sûr, cela va provoquer une augmentation ou bien une accélération de la croissance économique. Donc, ici prend fin cette vidéo. Donc, j'espère que c'est instructif. Donc, je vous invite à poser des questions. Et si vous avez des questions, donc je vous invite à les poser sur le groupe. Donc, à la prochaine.